Salut et bienvenue dans ce nouveau décryptage sur la chaîne Prof 4.0 STMG. Aujourd'hui, on s'attaque à un énorme morceau du programme de droit, la fin du contrat de travail. Alors, pour bien comprendre, il faut vraiment imaginer ça un peu comme une rupture amoureuse. Parfois, c'est l'un qui plaque l'autre, parfois c'est l'inverse, et puis parfois, on se quitte bons amis. Et en droit, attention, la règle du jeu change du tout selon la personne qui prend l'initiative de cette fameuse séparation. Du coup, face à n'importe quel cas pratique, la toute première question à se poser, le réflexe absolu pour réussir au bac, c'est d'identifier le décideur. Est-ce que c'est l'employeur? Est-ce que c'est le salarié? Ou bien est-ce un commun accord? Franchement, c'est le point de départ de toute notre logique juridique. Allez, on commence tout de suite par l'initiative de l'employeur, ce qu'on appelle plus communément le licenciement. Alors là, attention, parce que c'est littéralement la règle d'or du droit du travail français. On ne vire jamais quelqu'un sur un simple coup de tête. L'employeur n'a absolument pas le droit d'être arbitraire. Le motif du licenciement doit obligatoirement, et c'est non négociable, reposer sur une cause réelle et sérieuse. C'est-à-dire un motif qui existe vraiment, qui est vérifiable par des preuves, et surtout qui est suffisamment grave pour justifier de mettre la personne à la porte. Et si cette cause n'existe pas, le licenciement devient purement et simplement abusif. Et ça veut dire que l'employeur va devoir sortir le carnet de chèques pour verser des dommages et intérêts au conseil de prud'homme. Et pour être bien sûr d'éviter cette décision impulsive, la loi impose une procédure ultra stricte. D'abord, on a la convocation à un entretien préalable. Ensuite, un délai d'attente de 5 jours ouvrables minimum pour faire redescendre la pression. Et enfin, la notification officielle du licenciement. C'est hyper important de retenir que si l'employeur saute une seule de ces étapes, la validité de la procédure est directement remise en cause. Et c'est justement là que le problème commence. Alerte au piège classique pour le bac. Si le licenciement est disciplinaire, donc il fait suite à un mauvais comportement, il faut impérativement qualifier le type de faute. Pourquoi? Parce que financièrement, les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. Concrètement, qu'est-ce que ça change? C'est cette différence qui est hyper importante à retenir. D'un côté, on a la faute grave. Elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, on le fait partir sur le champ sans préavis, et ça le prive de son indemnité de licenciement. Mais attention, la faute lourde, elle, va encore plus loin. Elle implique une intention prouvée de nuire à l'entreprise. Là, c'est le stade ultime. Le salarié perd tout et l'employeur peut même aller jusqu'à l'attaquer en justice pour se faire rembourser les dégâts. Cela dit, un employeur ne licencie pas uniquement pour des fautes. Imaginons un cas hyper concret tiré de nos documents. Une crèche qui décide de confier son activité de ménage à un prestataire externe pour rester compétitive. Ça, c'est ce qu'on appelle un licenciement pour motif économique. Ce n'est absolument pas lié au comportement de l'employé, mais bien à une réorganisation nécessaire de l'entreprise ou à des difficultés financières. Au passage, un petit chiffre magique à garder dans un coin de la tête, 60. C'est l'âge auquel un employeur a le droit légal de mettre d'office un salarié à la retraite sans même avoir besoin de lui demander son accord. C'est une autre forme, très spécifique celle-là, de rupture à l'initiative de l'employeur. On change de camp. Passons à la deuxième partie, l'initiative du salarié, avec la fameuse démission. Alors, que se passe-t-il quand c'est le salarié qui veut mettre fin à l'histoire? Attention, beaucoup d'élèves confondent ici. On pourrait croire qu'un salarié qui disparaît du jour au lendemain, qui ne vient plus travailler, a automatiquement démissionné. Eh bien non, la loi exige que la volonté de démissionner soit claire et non équivoque. Si l'intention n'est pas évidente à 100%, la démission ne tient pas la route juridiquement. Surtout qu'il faut bien comprendre la dure réalité qui se cache derrière la démission. Un salarié qui part de son plein gré doit quand même effectuer un préavis. Il ne touche aucune indemnité de rupture de la part de son patron. Et le plus gros choc, en principe, il perd totalement ses droits aux allocations chômage. Heureusement, il reste une troisième possibilité, le commun accord. C'est ce qu'on appelle la rupture conventionnelle. C'est un peu le compromis parfait quand les deux parties veulent se séparer sans faire de vagues. Et pour bien sécuriser cet accord, le chiffre à mémoriser, c'est le 15. Une fois la convention signée, l'employeur et le salarié ont un délai de rétractation obligatoire de 15 jours. Et ce n'est qu'après ce petit délai de réflexion que le document part à la validation administrative, l'inspection du travail. Si ce mécanisme est aussi populaire aujourd'hui, c'est clairement pour ses énormes avantages. Déjà, pas de préavis obligatoire si on s'arrange bien. Ensuite, le salarié est assuré de toucher une indemnité au moins équivalente à celle d'un licenciement. Et la cerise sur le gâteau, on conserve ses droits aux allocations chômage. C'est vraiment le filet de sécurité financier idéal sans passer par la case affrontement juridique. Bon, la décision est prise. Le contrat se termine. Mais concrètement, le tout dernier jour, il se passe quoi? On ne ferme pas juste la porte pour disparaître dans la nature. Il y a des obligations administratives super importantes pour boucler la boucle légale. L'employeur a l'obligation stricte et absolue de remettre 3 documents aux salariés. Le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, qui vient prouver qu'on a bien été payé jusqu'au tout dernier centime, et enfin l'attestation France Travail, qui est carrément indispensable pour pouvoir déclencher son chômage.
Pour terminer ce décryptage, réfléchissons à une situation du monde réel, le fameux ghosting au travail. Face à un salarié qui s'évapore du jour au lendemain sans donner la moindre explication, que doit faire l'employeur? Doit-il le licencier pour faute grave suite à cette absence injustifiée, ou bien doit-il en déduire qu'il a démissionné? C'est exactement ça, tout l'enjeu des qualifications juridiques. En maîtrisant qui décide et sous quelles conditions, toute la logique du droit devient beaucoup plus claire et limpide. À très vite pour une prochaine synthèse juridique.